Salut et bienvenue sur Anakaland. Aujourd'hui il est enfin temps pour la première review de Monarch Legacy of Monsters, la nouvelle série d'Apple TV+. J'avais vraiment hâte de découvrir ce que cette série nous réservait, et croyez-moi je suis plutôt convaincu par ces deux premiers épisodes. Je pense même que vous pouvez conseiller cette série à ceux qui ne connaissent pas le Monsterverse et qui n'ont vu aucun film. Le lore autour de Godzilla et ses congénères va être expliqué ici bien plus en détail que dans les divers films. Donc la série est presque un excellent moyen pour entrer dans ce Monsterverse. Cette série, produite par Legendary Television et Toho, est enfin diffusée sur Apple TV+. Elle est la création de Chris Black, qui avait déjà travaillé sur Severance, Mad Men ou encore Outcast, et Matt Fraction, bien plus habitué à l'univers des comics. Deux palmarès qui ne pouvaient laisser envisager que du bon pour cette nouvelle production. En effet, cette plongée dans le passé de Monarch était très convaincante. Dans cette vidéo, je vais donc débriefer ces deux premiers épisodes. Il y aura bien sûr une partie sans spoiler et une avec. N'hésitez pas à naviguer grâce au chapitrage. Mais avant, laissez-moi prendre une seconde pour vous demander de vous abonner à la chaîne et de laisser un like si la vidéo vous plaît, ça serait d'un très grand soutien. Et n'hésitez pas à commenter et partager la vidéo ainsi que la précédente sur les messages cachés du Monsterverse. Car maintenant que j'ai un nouvel espace de travail, j'aimerais bien me lancer dans quelques lives. Et pourquoi pas en consacrer un au Monsterverse une fois la série terminée pour discuter ensemble de cet univers et de ses perspectives pour l'avenir. Dites-moi si ça vous dit et on voit. Et sur ce, c'est parti. Cette série nous raconte principalement l'histoire de Kate, une jeune femme américaine d'origine japonaise qui a survécu au passage de Godzilla par chez elle, et qui se rend au Japon pour en apprendre plus sur son père récemment disparu. Elle y fait la rencontre d'une branche de sa famille dont elle ignorait l'existence, et se lance ensuite sur la piste de son père jusqu'à découvrir qu'il était membre de Monarch, ce qui va l'entraîner dans une aventure à laquelle elle ne s'attendait pas. Et dans le même temps, on suit une autre chronologie dans les années 50, à l'aube de l'agence Monarch. Première chose à souligner ici, c'est le choix qu'a fait la production de choisir deux acteurs, père et fils, pour incarner le même rôle à deux époques. Kurt et Wyatt Russell jouent le rôle de Lee Shaw, un lieutenant de l'armée américaine devenu membre de Monarch. Kurt incarne le jeune lieutenant dans les années 50 et le père, Kurt, incarne le vieux de la vieille, l'agent qui en sait beaucoup trop dans le présent. Son apparition, un peu tardive dans la série, se justifie toutefois par une entrée pleine de classe et de son charisme entre deux. Son style à mi-chemin entre l'humour et le mec ultra sérieux. Et son fils n'est pas en reste, c'est un très bon acteur qui n'est certes pas le parfait jeune Kurt Russell, mais l'illusion est parfaite. Bien mieux que s'ils avaient pris deux acteurs random, et ça c'est cool. Ça change des persos qui vieillissent à peine ou au contraire qui changent beaucoup trop. Petit bémol, c'est que le père et le fils ne vont toutefois jamais se croiser à l'écran. À moins bien sûr qu'à un moment on ait une confrontation mentale entre les deux personnages. Émotion garantie. La série démarre sur une séquence qui fait un lien entre Skull Island et l'histoire de la série. On y revoit le professeur Randa, qu'on avait découvert dans le film sur Kong, qui lance une bouteille à la mer pour son fils avant d'assister à un très beau combat entre un crabe et une araignée géante, avec des effets spéciaux de qualité qui n'ont rien à envier au film. Mais j'ai surtout pris cette intro comme un moyen de rassurer le spectateur en lui disant « T'inquiète, tu t'es pas trompé, c'est bien une série avec des gros monstres, mais patiente un tout petit peu qu'on te pose le truc ». Car en effet, on ne mange pas du monstre à toutes les sauces avec Monarch. Ils sont plutôt là en tant que récompense à des moments clés du récit. On a bien sûr un petit aperçu du dieu, Godzilla, lors de son passage à Frisco, mais sans en faire trop. La série se concentre surtout sur des histoires humaines, une direction très différente de ce que font de plus en plus les films, où les humains ne sont presque que des accessoires dans la narration. Mais pour ça, je vous renvoie sur ma vidéo précédente. Et les deux récits que l'on suit sont vraiment différents, jusque dans le style narratif qu'ils adoptent. On a presque l'impression de voir deux programmes, connectés, mais de genres différents. L'un est un film d'aventure dans les années 50 avec des scientifiques qui enquêtent sur des mystères. Et d'un autre côté, presque un film d'espionnage plein de secrets et de complots. On a d'ailleurs ici une charmante dichotomie qui est intégrée dans le récit pour souligner les différences entre les époques et les ambiances. Dans le passé, on fait confiance au premier venu, mais à notre époque, on ne sait plus vraiment à qui faire confiance. Il y a donc bien sûr quelques exagérations dans la mise en scène pour emprunter des codes à ces deux genres. Comme quand ils superposent les deux schémas pour découvrir que ça match. Comme si ce n'était pas évident juste en les regardant à côté. Ou alors le coup du bateau échoué dans la jungle un peu comme dans Uncharted. D'ailleurs j'aimerais beaucoup un jeu du style qui prendrait place dans cet univers. Gros banger assuré. De plus, la chronologie ne semblait pas très claire au début, car on commence avec des images d'archives de Skull Island en 1973, puis on passe en 2013 au Japon, soit un an avant l'attaque de San Francisco, puis enfin on découvre Kate bien après le passage de Godzilla sur SF. Mais très vite, la série réussit à mettre en place des outils pour nous guider, comme le tampon sur son passeport et surtout le jour G, ou Godzilla Day, date à laquelle il a montré sa grosse tête et qui servira justement à mieux situer les diverses étapes du récit dans le temps. Et c'est ici que je vais commencer un peu à spoiler ces deux premiers épisodes, donc si vous n'avez pas encore laissé une chance à la série, n'hésitez plus. Pour commencer, là où j'ai ressenti une petite confusion dans la chronologie, c'est qu'alors qu'une attaque du lézard est annoncée sur Tokyo et que les persos paniquent, car on sait des différents films que Godzilla n'attaque pas les territoires humains sans raison.
Dans le premier film, il est réveillé pour calmer les mutos, dans Le Roi des Monstres pareil, ils disent qu'on ne l'a pas vu depuis San Francisco, et c'est même Monarch qui va le chercher pour retrouver Lorca puis Ghidorah. Et même au début de VS, on nous dit bien que ça fait des années qu'il n'a pas attaqué quand il débarque au complexe d'Apex Technologies. Donc quand on voit les personnages se cacher, c'est un peu étrange pour quiconque est obsédé par cette franchise. Genre moi. Mais bref, c'est une fausse alerte, donc la continuité est intacte. Ouf. Et c'est ce qui me fait dire que les monstres seront surtout présents dans les divers flashbacks, car on sait que Godzilla n'a pas vraiment fait parler de lui en dehors des films. Mais rien n'empêche toutefois d'en voir de plus petits d'ici la fin de la saison. Et c'est donc le 1er avril 2015 que Kate se rend à Tokyo pour découvrir que son père avait une autre famille et qu'elle a un tout nouveau frère. Elle est évidemment surprise, mais ce n'est pas une blague. Ensemble, ils vont ensuite enquêter sur leur père aux nombreux secrets jusqu'à découvrir qu'il faisait partie de Monarch, cette organisation secrète qui étudie les titans. Ils tombent sur le sac jeté à la mer par leur grand-père et qui était remonté jusqu'à Hiro, leur père. Des documents cryptés qui seront décodés par une copine hackeuse, car on connaît tous un hacker, c'est bien connu, ce qui va déclencher une alerte chez Monarch, à laquelle un certain Tim va beaucoup s'intéresser. Pour cela, il se lance donc à leur poursuite afin de récupérer ces 10 documents. Mais pourquoi leur père ne les aurait-il pas transmis à l'agence dans laquelle ils travaillaient? C'est en effet une des questions qui se posent alors que leur enquête les mène jusqu'à Lisho dans la version de Kurt Russell. Jusque-là, la série tente de semer le doute sur le fait que Monarch soit les gentils ou les méchants dans cette histoire. Une chose que la série approfondira certainement au travers de la chronologie de Wyatt Russell, décrivant les origines de l'organisation. Un arc narratif dans le passé centré sur les fondateurs mais principalement sur Keiko Miura, la scientifique qu'on découvre donc par sa fin. Le premier flashback dans le premier épisode se déroule en 1959 au Kazakhstan. Monarch n'était encore qu'un tout petit truc, 2 scientifiques et un soldat qui enquête sur le nucléaire. On est en pleine guerre froide juste après l'avènement des armes nucléaires en faisant donc un enjeu majeur pour l'époque. Et pour les titans, le nucléaire représente de la bouffe, donc leur réapparition coïnciderait bien avec cette période. Comme pour le muto numéro 1 au Japon dans Godzilla qui débarque dans la centrale. Et c'est lors de cette mission en 1959 que la scientifique va perdre la vie. Ensuite, dans le second épisode, on revient aux origines de ce récit en 1952 avec la création de leur équipe. Commençant par la rencontre entre Shaw et la professeure, puis avec Bill Randa, alors un cryptozoologiste vagabond. 2 personnages qui ne sont autres que les grands-parents de Kate et Kentaro, les personnages principaux de cette série. Car celui de Shaw sert surtout de lien entre les 2 époques, mais certainement pas de noyau à cette intrigue. L'agence Monarch accorde une grande importance à la généalogie. Il y a une notion d'héritage, voire même d'hérédité chez leurs membres, chose qu'on a pu observer dans les films. Donc on va découvrir au fil de cette saison les secrets de la famille Randa depuis le couple fondateur de Monarch jusqu'à leurs petits-enfants. La chronologie du passé sera donc très probablement comprise entre ces 2 dates, 1952 et 1959, ou en tout cas au moins pour la première saison, étant donné que pour le moment on va se concentrer sur Kate et Taro ainsi que leur histoire familiale. C'est en tout cas le chemin que semble prendre la narration de cette saison. Et c'est aussi dans ce passé, au ton plus léger, que l'on a vu apparaître une discussion sur la place de la femme ou le racisme. Lors d'une conversation un peu maladroite entre le jeune Lisho, macho et raciste, et la scientifique japonaise Keiko Miura. Mais ce qui est bien, c'est qu'ils n'en ont pas trop fait. Certes, Apple TV et Legendary ont aussi des exigences woke, comme tous les autres. Mais ils ont pris le parti de faire ça sans les gros sabots de certains autres géants de l'industrie. Ici, on nous montre une scène cohérente avec son temps et sa réalité. Et c'est, je trouve, encore plus efficace que de nier cette réalité et de montrer des femmes badass et dominantes sans construire autour. Je ne vais pas m'étaler dessus car c'est un sujet qui revient trop souvent, mais là ça ne me choque pas car c'est cohérent avec le récit, et que la situation va évoluer de manière organique pour arriver à une morale acceptable. En effet, en 59, ils sont devenus amis et le soldat a beaucoup de respect pour la scientifique. Mais donc, qu'est-ce qui a vrillé pour que d'un coup, Monarch soit les méchants? Pourquoi le dernier membre fondateur encore en vie est emprisonné? Qu'est-ce qui a changé depuis ce temps? Et peut-être au final que seul Tim et son équipe sont du mauvais côté, car il fait ça en secret de ses supérieurs pour cacher une boulette. C'est probablement lui qui a chapeauté la mission du père en Alaska qui a capoté. Mais une fois les fruits pourris coupés, Monarch redeviendra la gentille entité, à peu près, que l'on connaît. Enfin, le second épisode se termine avec un grand moment, comme je le disais, une récompense pour avoir tenu jusqu'ici, la rencontre des 3 aventuriers avec un dragon. Le premier contact avéré avec un titan, ce qui va donc donner une raison d'exister à Monarch. Voilà, donc une série qui démarre vraiment bien, avec une narration intéressante par son découpage et les styles choisis. Une série qui va réellement développer le lore de son univers et enfin nous apporter des réponses sur les mystères de Monarch. Une série reposant sur un excellent casting et qui promet de belles sensations, entre aventure et intrigue plus profonde. Avec, j'en suis sûr, une petite dose de voyage. On nous a par exemple teasé un passage par l'Alaska ou d'autres horizons. Une série qui va ravir les adeptes du Monsterverse et qui ferait aussi une très bonne entrée en matière pour les noobs. Avec d'un côté une quête de vérité mêlée de faux semblants, de mensonges et de trahison, et de l'autre une belle épopée à travers le monde des titans.
J'ai vraiment hâte d'en découvrir plus et d'en parler avec vous sur la chaîne, donc pensez à laisser un commentaire en attendant la prochaine review et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous laisse et à très vite pour une nouvelle plongée dans la série Monarch. Bye.